C'est l'histoire de l'affrontement entre trois princes. Trois souverains qui sont arrivés entre 2013 et 2015 à la tête des monarchies pétrolières les plus riches de la planète. L'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Une génération aux ambitions démesurées, qui rêve de prendre la direction du monde arabe. On a des gens qui pensent que ce pouvoir leur est donné éternellement. C'est clairement des enfants gâtés qui sont au pouvoir. La rivalité entre ces trois hommes a plongé le Golfe dans une crise sans précédent. Le plus jeune a 33 ans. Mohammed Ben Salman, dit MBS, gouverne l'Arabie Saoudite. Son passe-temps préféré, les jeux vidéo de combat. Mohammed Ben Salman vit dans une sorte de monde parallèle, comme un jeu, où l'on peut tout contrôler avec une manette, avoir le droit de vie ou de mort. Ce qui frappe chez MBS, c'est qu'il tire d'abord, il pose les questions ensuite. Accueilli comme un réformateur en Occident, l'homme fort de Riyad avait dévoilé sa brutalité dès son arrivée au pouvoir, en déclenchant une guerre sanglante au Yémen. Un conflit qui a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Dans la péninsule arabique, en lisière du royaume saoudien, MBS a trouvé un allié de poids en la personne de Mohammed Ben Zayed, dit MBZ. À 58 ans, le prince héritier d'Abu Dhabi dirige les Émirats Arabes Unis d'une main de fer. Mohammed Ben Zayed, c'est un militaire. Il réfléchit en militaire et il va faire de l'armée le moteur de son ascension. MBZ est paranoïaque. Il pense être entouré de gens en qui il ne peut pas avoir confiance. Afin d'asseoir leur hégémonie au Moyen-Orient, MBS et MBZ se sont désignés un ennemi à abattre. Ce voisin dérangeant est accusé de collusion avec des groupes islamistes et de liens trop étroits avec l'Iran. L'émir du Qatar, Tamim Al-Thani, est surtout coupable de faire de l'ombre aux deux autres, avec notamment l'organisation de la prochaine Coupe du Monde de football. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ne supportent pas que le Qatar ait obtenu la plus grande compétition sportive après les Jeux Olympiques, parce que ça blesse leur ego. Les princes du Golfe se connaissent bien. Vous avez ce choc des ambitions qui explique en partie aussi la crise que l'on connaît entre le Qatar et certains de ses voisins. Dans le Golfe, critiquer les familles royales reste un crime de lèse-majesté, passible de prison, voire de la peine de mort. Plus personne ne s'y risque depuis que le journaliste et dissident saoudien, Jamal Khashoggi, a été assassiné à Istanbul, dans le consulat du royaume. Son tort, avoir osé s'attaquer publiquement à MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, seuls les observateurs étrangers peuvent raconter librement ces querelles personnelles qui deviennent des affaires d'État et bouleversent le jeu politique mondial. Pour les Européens, le Golfe reste une région lointaine. Mais avec les printemps arabes et la chute des dirigeants égyptiens, syriens, libyens et aussi l'Irak qui s'est effondré, les nouvelles puissances du monde arabe se trouvent désormais dans le Golfe.
Ce qu'on appelle les familles régnantes du Golfe, ce sont en réalité des tribus qui se sont imposées progressivement au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Ces familles vivent comme des bédouins, donc de manière assez austère, c'est-à-dire essentiellement du nomadisme, d'une petite agriculture, de la pêche, etc. La richesse se manifestait essentiellement par le nombre de chameaux, la prospérité de tel ou tel commerçant. Le point commun qu'il y a entre les différents pays du Golfe, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, cette région a été une région relativement pauvre et qui n'est riche en fait que depuis 1973, la première crise pétrolière. Le changement a été évidemment assez rapide, voire brutal. Les nouveaux dirigeants qui s'affirment dans les années 2010 représentent en effet un changement de génération. Ils n'ont pas connu la vie âpre du désert comme l'ont connu leurs pères. Ils sont nés dans une certaine opulence. Dans cette folie des grandeurs, le prince héritier d'Arabie Saoudite aurait acheté le tableau le plus cher du monde, le Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci. $400 million is the bid, and the piece is sold. Un cadeau pour son ami et allié, Mohamed Ben Zayed, le prince d'Abu Dhabi qui s'est offert un musée du Louvre, dessiné par Jean Nouvel. Le même architecte français a été choisi par la famille royale du Qatar pour concevoir le tout nouveau musée national de Doha. Il y a une sorte de politique de surenchère qui se met en place. Alors quel est l'émirat qui va investir le plus, par exemple dans les musées ou dans la culture? Une rivalité entre ces émirats pour savoir qui finalement est le plus engagé dans l'effort de modernisation. Ces villes savent très bien qu'un jour, le pétrole sera terminé et que désormais, elles ont besoin d'attirer des capitaux, elles ont besoin d'attirer de la publicité, elles ont besoin d'attirer des touristes. Il faut effectivement être la ville qui abrite l'immeuble le plus haut du monde, le gratte-ciel le plus fastueux, le plus prestigieux du monde, etc. Il y a évidemment dans cette course au gigantisme une part d'enfantillage. On a affaire à des souverains qui sont animés d'un besoin de puissance, qui sont traversés par l'hubris, cette espèce d'orgueil. Et pour attirer les projecteurs, un pays aussi petit qu'immensément riche dépense sans compter. C'est là que Tamim Al-Thani arrive au pouvoir en 2013. Ce passionné de sport hérite à 33 ans de l'organisation de la compétition de foot la plus regardée au monde. We are very proud that we're going to be hosting the World Cup in 2022. This World Cup is for all the Arabs, not for Qatar. If it was for Qatar, it will not be successful. We said that this whole World Cup is for all the Arabs, and that's why we're successful. It's a big challenge. J'ai rencontré l'émir du Qatar plusieurs fois. C'est un sportif, un vrai compétiteur. Il joue au tennis, il adore le foot. La famille royale et Tamim en particulier sont dingues de sport. Leur investissement dans le PSG à Paris n'est pas anodin. Tamim assiste même au match, tellement il aime ça. Bonjour. Allez au Qatar. Grâce à la rente pétrolière et gazière, les Qataris se sont offerts le club du Paris Saint-Germain et les joueurs les plus chers de la planète. Un moyen de faire la promotion de ce pays de seulement 250 000 citoyens. Merci mon frère. Merci beaucoup mon frère. Le sport, pour les Qataris, c'est un vecteur de rayonnement
imparable. Tout le monde aime le sport. Le sport est diffusé 24 heures sur 24 sur toutes les télévisions, dans tous les pays du monde. Donc investir dans le sport, c'est investir dans la visibilité. C'est un formidable accélérateur de notoriété. النموذج الاقتصادي الذي نقدمه وما يحيط به من ثراء رياضي وثقافي هو في رأينا أفضل مؤشر على النمو الصحي لأية دولة. Dans les rues de Doha, ces choix ne se discutent pas. Personne n'évoque les scandales qui accompagnent cette diplomatie sportive. Les accusations de corruption ou les nombreuses morts de travailleurs sur les chantiers du mondial. Nous avons franchi un cap. Le Qatar est le premier pays arabe qui va accueillir la Coupe du Monde. Nous, un petit pays qui n'a pas de longue histoire, contrairement à l'Arabie Saoudite. Alors bien sûr, tous les Arabes nous envient. Le fait que le Qatar est le premier pays arabe à obtenir le mondial a montré qu'effectivement les Qataris avaient ce fameux sens des opportunités que d'autres auraient pu avoir. Je veux dire, les Émirats arabes unis avaient des moyens de le faire également, mais c'est le Qatar qui l'a réalisé. Donc que ceci ait été perçu par d'autres pays comme étant c'est encore le petit qui joue dans la cour des grands, c'est un fait. À la fin de la dernière Coupe du Monde, un journal saoudien a eu ce titre extrêmement révélateur. La Coupe du Monde 2018 est terminée. À bientôt pour la Coupe du Monde 2026. Sous-entendu, la Coupe du Monde 2022 n'existe pas. Donc cette anecdote montre bien que la perspective de cette Coupe du Monde en 2022 est quelque chose d'assez difficile à accepter pour les élites politiques à la fois saoudiennes et émiriennes. Les dirigeants des pays voisins ne supportent plus de devoir regarder les matchs sur les chaînes qataries. Ils se sont donc attaqués à l'un des symboles de l'économie sportive, voulu par Tamim Al-Thani. Nous avons l'exclusivité des 5 grands championnats européens. La Coupe d'Afrique des Nations, les JO, les droits FIFA et UEFA, le plus large portefeuille de droits de diffusion au monde. Et tout d'un coup, apparaît sur un canal fantôme une chaîne dont personne n'a entendu parler jusque-là, qui s'appelle Be Out Q. C'est un jeu de mots. Be Out, c'est le contraire de Be In, et Q à la fin pour représenter le Qatar. Donc ça signifie dehors le Qatar. Voici Be In Sport 3, notre chaîne. 22 minutes, 32 secondes de match. Avec à peu près 6 secondes de retard, Be Out Q récupère l'antenne, colle son logo sur le nôtre et rediffuse comme si le contenu lui appartenait. La NBA, la finale du Super Bowl, tous les sports imaginables sont piratés. Donc tous les matchs se retrouvent sur cette chaîne qui, évidemment, n'a payé aucun droit à la FIFA ou à l'UEFA pour avoir la possibilité de retransmettre ces matchs. Là, c'est une publicité qui se moque de Be In Sport. Elle montre les bureaux de Be In avec une foule qui manifeste devant. À l'intérieur, vous voyez une caricature d'un dirigeant de Be In Sport, un nabab entouré de billets de banque. Quand soudain, surgit une voiture qui promeut Be Out Q.